On va pouvoir débuter cette journée regard sur Fresnes-Étranges, organisée donc, par le comité d'histoire régionale de la région Grand Est en partenariat avec la ville de Fresnes-Étranges. Et avant de vous redire quelques mots sur le cadre de ces journées, je passe d'abord la parole à monsieur le maire, Benoît Piatowski, et je remercie beaucoup de son accueil et des moyens mis à disposition par la commune pour permettre le déroulement de cette journée. Bonjour à tous, merci. Je suis particulièrement ravi de vous accueillir toutes et tous ici dans cette salle des fêtes et de vous voir aussi nombreux. Ça me fait chaud au cœur parce que ça fait la dixième année que je suis élu maire de Fresnes-Étranges. Et cette aventure autour du patrimoine a commencé il y a 10 ans. Grâce à la région Grand Est, que je remercie. Je remercie aussi Catherine Zeller qui, entre-temps, a réussi à faire un inventaire complet de notre commune. Et puis j'ai un petit pincement au cœur pour Mireille Bouvet, puisque tout ça est parti d'une première réunion en 2014 que nous avons réalisée avec Mireille Bouvet, avec la Fondation du patrimoine, avec tous les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui dans les grands projets. Grégoire André, avec qui nous avons rénové la collégiale Saint-Rémy. Donc déjà beaucoup de projets qui ont surgi depuis 10 ans sur la rénovation de granges, la rénovation des écuries seigneuriales, la rénovation de ce qu'on appelle ici le magasin médiéval qui était en ruine, la collégiale Saint-Rémy. Vous savez que la commune de Fresnes-Étranges est une commune relativement pauvre, puisque notre budget de fonctionnement n'est que de 650 000 € annuels, et qu'avec ça on est obligé de faire des miracles. Alors on a besoin de nos partenaires. La DRAC est un très bon partenaire, la région Grand Est aussi, enfin voilà, la Fondation du patrimoine essaye de nous aider. La famille Dassault, dont vous savez que les origines paternelles, dont vous savez peut-être que les origines paternelles sont à Fresnes-Étranges. Et puis nous poursuivons nos efforts pour le patrimoine, puisque nous avons réalisé une ORT, donc une opération de revitalisation du territoire qui a été possible grâce à tous nos partenaires. Pendant toutes ces années, nous avons fait des études. Il y avait aussi le parc naturel régional de Lorraine qui s'y est mis. Et puis toutes ces études qui ont été réalisées par exemple par des écoles, puisque nous avons accueilli ici l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, les universités parisiennes qui sont venues pour travailler sur l'urbanisme, la sociologie. Donc nous avions à disposition dès 2020 pas mal d'études sur l'avenir potentiel de cette cité qu'on dit médiévale et qui nous ont permis de postuler à un ORT, donc une opération de revitalisation du territoire. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était vraiment pertinent de faire ça. Bon, je sais que j'ai passé quelques week-ends à rédiger les cahiers de charges, mais on a été coopté sur l'antenne de l'ORT de Sarrebourg. On est la seule commune rurale à avoir été cooptée et aujourd'hui tous nos projets sont chaque fois labellisés ORT et nous permettent d'avoir des aides, notamment de l'État. On est aussi inscrit au PTRTE, ce qui nous permet d'avoir des aides de l'Europe et des aides de la région. Alors tout ça génère beaucoup de travail et beaucoup de dépenses, mais nous arrivons bon an mal an à faire des projets et actuellement nous sommes dans une grande aventure de la rénovation, de la reconversion de l'aile 16e du château de Fresnes-Étranges en un espace culturel et un auditorium. Donc vous pourrez, pour ceux qui suivent la visite cet après-midi, peut-être aller voir. En tout cas, c'est un projet très exceptionnel puisque cet auditorium est porté par une association financée par le FEADER et qu'il est donc entièrement financé par l'association pour son développement. C'est un auditorium qui prendra le nom d'Aldo Ciccolini, qui était un très grand pianiste franco-italien, qui a beaucoup joué au Festival de Fresnes-Étranges, et ce sera le seul auditorium Aldo Ciccolini existant sur la Terre. Il est décédé il y a 10 ans exactement, donc on est dans les temps. Et donc voilà, je voulais simplement vous dire que la commune est particulièrement heureuse de vous voir toutes et tous ici réunis, puisque nous sommes vraiment dans cette dynamique de rénovation du patrimoine avec nos partenaires. Et voilà, je ne serai pas plus long. Information globale avant de passer la parole à Catherine Zeller. Monsieur le maire l'a indiqué, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois le résultat d'une phase d'étude d'inventaire, je ne rentre pas dans le détail, Catherine aura l'occasion d'en parler, et puis également la récente restauration de la collégiale que présentera Grégoire André, l'architecte qui l'a conduit, qui sera en fin de matinée. Nous aurions dû avoir
entre ces deux présentations, une présentation de Mireille Bénédicte Bouvet, l'ancienne chef du service inventaire et patrimoine. Malheureusement, elle ne peut pas être parmi nous, hein. Elle a été empêchée pour des raisons de santé. Et donc, Catherine vous présentera en lieu et place de l'intervention qui était prévue sur le patrimoine protestant et juif, une intervention sur le pensionnat de Fénétrange, sur lequel elle a travaillé également. Et donc, je dirais, on reportera à une prochaine fois, une autre occasion, je ne sais pas laquelle, ou si vous avez des questions, bien sûr, on pourra les transmettre à Mireille Bénédicte, mais on n'évoquera pas ce matin, et on a une pensée pour elle, puisqu'elle aurait de loin préféré être parmi nous. Deuxième élément très concret, hein, on se retrouvera à midi, le repas est libre, on se retrouvera en début d'après-midi, on vous en reparle en fin de matinée, à 14h15 dans la cour du château pour le démarrage des visites, puisque le but de ces journées Regard Sûr, hein, c'est un format qu'on a maintenant mis en place depuis une petite dizaine d'années au sein du comité d'histoire régionale. Son objectif, c'est de pouvoir aller découvrir le patrimoine qui subsiste dans les communes, les bourgs, les villages, mais en ayant quand même au préalable le confort d'un certain nombre d'interventions en salle qui permettent de voir les plans, qui permettent d'avoir un support lorsque c'est nécessaire pour comprendre ce que l'on va voir l'après-midi. Hein, c'est parfois très frustrant de faire une visite guidée, d'avoir un guide qui vous parle d'un plan, qu'il a parfois en A4, voire qu'il n'a pas du tout, et en vous demandant de vous souvenir qu'au sud-est ça ressemble à ça, qu'au sud-ouest c'est comme ça, et que sur le plan un demi-siècle plus tard ça a changé, et vous pouvez essayer d'imaginer tout ça. C'est ça qui a fait naître ce format, avoir je dirais le confort de la salle et des projections, et en même temps, ensuite, un temps vraiment assez long, hein, on passera à peu près 2h30, 3h cet après-midi à découvrir le patrimoine de Fénétrange sur le terrain, de visu, pour pouvoir un petit peu comprendre de quoi il s'agit et visualiser très précisément ce qui a été évoqué le matin. Très heureuse de vous voir si nombreux pour cette journée Regard Sûr, donc cette jolie petite cité médiévale de Fénétrange. Donc Catherine Zeller-Belleville, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc je suis chargée de recherche au service inventaire et patrimoine de la région Grand Est, et j'ai donc effectué entre 2018 et 2020 un inventaire topographique de la ville de Fénétrange qui consiste à recenser, étudier et faire connaître le patrimoine culturel. Donc selon la formule consacrée de la petite cuillère à la cathédrale, donc là en fait il s'agit du bâti civil, religieux, publics, privés et des objets. Donc ces études sont restituées dans des bases de données qui sont aujourd'hui consultables par tout le monde sur notre site internet qui doit être mentionné dans les documents que nous vous avons distribués. Inventaire.grandest.fr. Avec une interrogation vous pouvez faire par géographie ou par mot-clé. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, donc je vais faire donc deux interventions. Donc la première est une introduction à la visite que je vous proposerai cet après-midi. Donc il s'intitule « Le développement de la ville de Fénétrange entre le XIVe et le XIXe siècle ». Et en fait, je vais essayer d'expliquer comment s'est développé ce bourg à travers les documents anciens. Donc vous avez un exemple sur l'écran, et aussi l'architecture qui nous renseigne beaucoup sur ces périodes, ces différentes périodes de développement de la ville. Alors je vais commencer par un rapide historique, mais vraiment rapide. De toute façon, Fénétrange a fait l'objet de beaucoup de récits. Hein, si vous voulez en savoir plus, il y a une biographie qui est bien nourrie. Et donc là, c'est juste pour situer la ville de manière chronologique. Donc Fénétrange, en fait, elle s'est développée grâce à sa proximité au niveau de points de passage qui vont favoriser l'installation des premières implantations humaines. Alors, trois facteurs favorisants. Donc d'abord un gué sur la Sarre, un pont en bois d'origine gallo-romaine, donc qui a été daté par des fouilles,
et puis la proximité de la voie romaine principale Metz-Strasbourg. Et c'est le commerce du sel et le transport du bois par flottage sur la Sarre qui vont constituer les deux éléments principaux qui vont favoriser donc ce développement. En effet, de nombreuses villas gallo-romaines se sont installées à proximité de la voie romaine, et selon l'historien Lutz, près de 200 villas ont été détectées. Et donc Fénétrange constitue le cœur de ce premier noyau d'implantation humaine. Le nom de Fénétrange apparaît pour la première fois dans les textes en 1070 dans un censier de l'abbaye de Remiremont, puisque les abbesses y avaient un droit de monnayage. Ça veut dire qu'on avait déjà des activités commerciales à cette période. En 1222, les abbesses de Remiremont donnent en alleu à Marebode de Malberg les terres et dépendances de Fénétrange. Ses fils, qui prennent le titre de seigneur de Fénétrange, vont se partager le territoire, et pour éviter l'émiettement du territoire de Fénétrange, ils vont le diviser en 3 seigneuries: la Tête de Brac, le Col de Cygne, et pour celle qui nous intéresse, une seigneurie commune et indivise qui comprend Fénétrange et le château. La terre de Fénétrange forme une baronnie à partir du XIVe siècle. Au XVe siècle, plusieurs barons se partagent la seigneurie commune à cause des transmissions de souveraineté. Et ce fait est intéressant pour l'observation des demeures qui restent encore intramuros dans Fénétrange, puisque ces cobarons vont se construire des demeures à l'intérieur du bourg, puisqu'ils vont y avoir les mêmes droits de tenir garnison, d'entrée, de sortie, d'avoir des officiers et des baillis. Le XVIe siècle à Fénétrange est marqué par l'introduction du luthéranisme par les Rhingraves de Kirbourg. C'est une terre libre d'empire qui va progressivement être vendue au duché de Lorraine entre 1664 et 1752. Stanislas devient cobaron de Fénétrange avec les princes de Salm en 1737, et ces derniers vont céder leur part en 1751 à Stanislas. Quand elle devient française en 1766, la baronnie devient française en 1766. En 1791, ce n'est plus une baronnie, et en 1870, elle devient allemande jusqu'en 1918. Donc voilà pour le contexte historique. Maintenant, je vais revenir au développement de la ville. Donc, le point de départ, c'est la Sarre. Alors, je crois que je peux faire des zooms. Donc, vous voyez ici le pont. Donc, ce pont-là, en bois, qui permettait de franchir, plus le passage à gué. Et donc, le long de la Sarre vont se développer les premiers bâtiments, dont le château, et puis énormément d'activités liées à l'eau. Ça, on en reparlera plus tard. Donc, on franchissait la Sarre par ce petit pont de bois et un gué. Donc ça, c'est un plan de 1720, c'est un plan terrier. Et je vais enlever le zoom, voilà. Et on voit, il y avait même un petit chemin entre la Cense de Fontenoy et donc ce pont en bois. Jusqu'à la construction du pont en pierre, les voitures passaient la Sarre à gué. Et en 1756, Stanislas, après une grande crue, décide la construction d'un pont en pierre qui se situait environ à 300 mètres du gué. Alors pour ce pont en pierre, la chaussée va être élevée, et surtout ça va être très bénéfique pour le commerce de Fénétrange, puisqu'ils vont gagner du temps pour le transport du sel pour les convois qui venaient de Dieuze, et vont gagner plus d'argent grâce à ce pont. Alors c'est pas celui-ci, le pont il est détruit en 1944, puis il est reconstruit avec le pont qu'on a aujourd'hui qui comporte 5 arches.
Alors, la ville se dote d'une enceinte urbaine au XVe siècle. Alors, on peut voir ici sur ce plan terrier qu'elle est complètement dessinée au XVIIIe siècle. Donc, elle comprend 7 tours demi-circulaires, une rectangulaire, 2 bastions. L'accès à la ville se fait... Donc là, c'est un autre plan où on voit bien cette enceinte avec les différentes tours. Voilà, les 2 portes d'accès à la ville, et puis ce château qui, lui, a une enceinte isolée de la ville. Donc l'accès à la ville se fait par 2 portes. La porte haute, qui prend ensuite le nom de porte de France, qui est attribuable au XVe siècle, et la porte basse, appelée ensuite porte d'Allemagne, qui sera détruite en 1838, parce qu'en fait elle était trop basse et elle ne permettait pas de passer, aux voitures de passer sous la voûte. Donc on voit cette tour, cette porte de France, son état en 1906 sur les photos, et puis son état aujourd'hui, puisqu'elle a subi des dommages de guerre. Donc elle comprenait, on a une définition complète de cette porte dans les archives. Donc elle avait un passage voûté entre 2 grandes tours percées qui avaient plusieurs meurtrières, et un pont-levis dont on voit les encoches encore sur cette photo de 1906, puisque ces maisons n'existaient pas à l'origine. Vous avez vu sur le plan, là il y avait un pont-levis et les fossés. Ça, ce sont des maisons qui vont s'installer avec le développement du faubourg, dont on parlera tout à l'heure. Au-dessus du passage voûté de la porte de France, il y avait des salles qui servaient aux assemblées bourgeois et audiences des baillis. Et la tourelle qui servait d'escalier abritait la cloche de la commune. La tour de droite servait de prison aux officiers de l'hôtel de ville et aux baillis, et celle de gauche au dépôt des archives, jusqu'à la construction de l'hôtel de ville en 1847. Le duc Léopold supprime les cachots et la prison qui se trouvaient dans la partie basse de la tour et en fait reconstruire d'autres adossés à la porte du rempart. Donc cette enceinte urbaine va tomber petit à petit en ruine, et puis elle va être grignotée au XVIIIe siècle par des maisons qui prennent appui sur les murs, et puis l'ouverture de la ville au niveau du faubourg. Donc il reste quelques tours, comme vous avez 2 exemples ici sur les photos. Et puis donc une partie de la porte de France. Il y a encore quelques tourelles. Alors ici en fait, on est près de la porte d'Allemagne, hein, du côté du bastion. Et en fait, quand la maison là a été détruite, on a retrouvé les bases, on verra quand on fera la visite tout à l'heure, du bastion médiéval. Alors le château, les seigneurs de Fénétrange sont à la tête d'une baronnie de 18 villages depuis le XIIIe siècle. Donc on a un premier château fort qui est construit sur un tertre qui domine la Sarre, hein, qui est là pour surveiller le passage des bateaux. Il est mentionné dans un acte de 1391, et puis il est nouveau mentionné en 1421, et il est incendié en 1521. En 1570, Diane de Dommartin, baronne de Fénétrange, épouse Charles-Philippe de Croix, marquis de Havre, en secondes noces, et le château est alors remanié en 1584, date de l'édification de la chapelle castrale, l'initiative de Diane de Dommartin, pour exercer le culte catholique, puisqu'à cette date, la collégiale était occupée par les luthériens. Alors la forteresse est alors remplacée par un bâtiment qui est une grande demeure qui comporte 2 corps de logis dans lequel habitent les reins graves et les croix et la tour carrée de Salles. Alors qu'on voit, donc ici sur le plan du XVIIIe siècle, on a encore le château. Donc toute cette partie-là
c'est la partie 16e, avec la chapelle castrale, le bâtiment où habitent les reins graves et les croix, et la tour carrée de Salm ici. Donc cet autre plan, voilà, on voit que les 2 tours d'escalier ont été supprimées, donc pas celle-là mais celle-ci, avec la reconstruction qui va suivre. Donc la chapelle castrale, hein, qui est encore en état. Donc ce château, il va être transformé en 1765, quand le duc de Lorraine le vend à Dominique de Frimont, gouverneur de Fénétrange, et qui va reconstruire une grande partie quand même du château, en gardant quand même une partie des éléments du XVIe siècle. Alors l'ensemble, alors ici on a un plan du château avant la reconstruction par Dominique de Frimont, donc on a encore le pont-levis ici, hein, mais donc le château est entouré de 200 enceintes, et puis ici donc les bâtiments du XVIe siècle avec cette tourelle qui va être détruite et remplacée par un escalier à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, sur cette photo aérienne, on voit mieux le nouveau château reconstruit au XVIIIe siècle, avec, bon là évidemment on n'a plus les fossés, donc cette partie-là est conservée, et Dominique de Frimont va faire enfermer ce château dans une cour en forme de fer à cheval, et harmoniser l'ensemble en reconstruisant des éléments à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est les parties 16e qui sont encore en place, avec à l'intérieur encore l'escalier en vis et le puits, et puis dans les caves, on a retrouvé ces congés sculptés qui datent aussi de la première période du premier château et qui se situent certainement à la base de cette tour de sable carrée dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été détruite ensuite. Donc ici on a les bâtiments reconstruits donc, par Dominique, sous Dominique de Frimont, et puis là, le bâtiment 16e avec cet appentis qui a été reconstruit devant. Donc ici on n'a plus la tour d'escalier, mais il a reconstruit juste cette partie-là pour harmoniser en fait avec le bâtiment qui fait face et qui a aussi ces 3 ouvertures en plein cintre. On verra tout à l'heure sur place. Donc une autre vue du château, donc ça c'est toutes les parties reconstruites, hein, avec la forme en fer à cheval. Et puis dans le sous-sol, dans les fondations du château, on a cette plaque de fondation qui atteste cette phase de construction de Dominique de Frimont avec le nom de sa femme, Marguerite de Colancy, et de Frimont avec la date 1766. Alors la petite ville de Fénétrange a une origine médiévale. Des fouilles avaient été réalisées autour de l'église paroissiale et elles attestent des bâtiments d'habitation depuis le XIVe siècle et jusqu'au début du XVIe siècle. Dans la cave d'un de ces bâtiments fouillés ont été retrouvées des graines et datés du XIVe siècle. Et ces bâtiments autour de l'église ont été rasés au cours du XVIe pour certainement agrandir l'espace du cimetière paroissial. Donc dans cette seigneurie commune, donc je vous ai dit tout à l'heure que les co-seigneurs qui ont les mêmes droits, se font construire des maisons, alors souvent dans lesquelles ils ne vont pas habiter, mais des maisons où vont loger leurs officiers et leurs baillis. Donc ici, on a la représentation de 2 maisons, dont une a été détruite, donc la maison des Fers, et la maison des Landsberg, qui a été détruite au XIXe siècle, j'ai la date, mais bon, peu importe.
Donc en 1680, les barons possédaient 12 maisons dans la ville, dont la chancellerie, la grande bergerie, la grange de Sagne, la maison de Landsberg, donc détruite en 1858, la maison dite de Dresse et celle du Rhingrave de Kirbourg, et l'Altenbau, qui est un château qui appartenait au Salm, au prince de Salm, et qui a été détruit lors de l'incendie de Fénétrange en 1605. Je vous en reparlerai tout à l'heure à propos du pensionnat. Donc cette maison des baillis, donc on en a encore une en élévation à Fénétrange, donc c'est la maison des Fers, qui est une maison qui a été édifiée au XVIe siècle. Elle est appelée maison des Fers, en fait c'est une maison fief, et elle appartenait au seigneur de Havray et de Croix, qui était co-baron de Fénétrange. Il loge Frédéric de Hindenburg, qui est bailli du duc de Croix en 1565. Au début du XVIIIe siècle, elle appartient à Jean Adam Bricas, qui est le premier régent de la ville. Alors, les Bricas, c'est une famille qu'on retrouve beaucoup à Fénétrange. C'est une famille de tanneurs, puisque le long de la Sarre, on avait énormément d'activités de tannerie qui occupaient vraiment une grande partie de la population. Donc, on a des tanneurs, des marchands de bestiaux. Et puis, on avait aussi un moulin à tanne, le moulin à écorce, qui servait au tannage des peaux, et un autre moulin à blé, dont on a encore des traces sur les plans anciens. Donc cette maison qui est reprise par les Bricas au XVIIIe siècle, on a une trace donc, sur la porte piétonne avec l'emblème des tanneurs ici, et puis la date de 1755 sur le linteau de la traverse d'un poste. Mais elle a été très peu modifiée puisqu'on a étudié l'intérieur et on voit à l'intérieur, on a encore tous les éléments d'architecture sont attribuables au XVIe siècle. Donc deux autres maisons qui appartenaient aussi à des co-barons, qui ont été très transformées, mais dont on a encore trace dans les archives des plans à l'origine. Donc la maison des Rhingraves et la maison de Dresse. Donc ici, la maison des Rhingraves, on a le plan ici, là, en élévation et le plan au sol, et puis celle des Dresse, le plan à côté. Donc on voit avec un bâtiment sur cour, on a des écuries là, et cette tourelle d'escalier. Alors cette maison, elle a été transformée, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette maison des Rhingraves, elle a été en fait rasée et reconstruite complètement au milieu du XIXe siècle pour y accueillir une gendarmerie. Donc on voit juste qu'elle a quand même gardé la configuration avec la cour sur l'avant. Et puis en visitant la maison, en fait, la cave a gardé les éléments du XVIe. On a encore des portes avec des moulurations XVIe. L'autre maison donc, qui lui est mitoyenne, donc la maison de Dresse, donc elle a gardé sa configuration au niveau du plan, longitudinal, et puis des éléments caractéristiques de l'architecture du XVIe, dont ces bandeaux, et puis on a des plongées sculptées sur les meneaux des fenêtres. Et puis elle a gardé aussi la trace d'une date ici. Alors où elle est reportée c'est un remploi, mais moi je pense qu'elle est plutôt in situ, donc avec la date de 1577. 72, pardon. Alors, autre élément qu'on a pu voir quand on a fait l'inventaire, donc ce banc sculpté, daté, se situe derrière la maison, la gendarmerie qu'on a vue tout à l'heure, là. Et en fait, on ne voit pas bien les sculptures, mais c'est un banc qui est daté de 1723. Vous voyez ici, on a les initiales des propriétaires. On a un agneau ici qui est sculpté. Et puis, il y a une date aussi
sur ce banc. Donc l'agneau, c'est l'emblème des marchands de bestiaux, on en retrouve beaucoup aussi à Fénétrange, et en fait c'est un banc qui appartenait aussi à des Bricas, à Anne-Marie Bricat et Johann Heinrich Müller, qui se sont mariés en 1703. On a leur stèle funéraire qui est restée autour de l'église collégiale, et l'épitaphe indique que cette Anne-Marie Bricat est née en 1685, elle s'est mariée avec Johann Heinrich Müller en 1723, et on a sa profession, donc il était boucher. Donc voilà, on a des petites pépites comme ça quand on fouille un petit peu le patrimoine. Alors, autre caractéristique de ce patrimoine de Fénétrange, alors une partie antérieure à la guerre de 30 ans, et puis les reconstructions qui se sont refaites ensuite, donc l'architecture en pan de bois. Dans cette maison, avec un pan de bois en encrevellement construit sur une base, un soubassement en pierre, à plusieurs périodes de construction. Donc c'est déjà un bâtiment qu'on retrouve sur un grand plan qu'on a de 1713, sur lequel on a toutes les parcelles qui sont dessinées avec le nom des propriétaires. Donc elle a exactement la même configuration. Et puis on a des éléments 16e comme ces linteaux ici, et des parties qui ont été refaites ici au 18e. Et le pan de bois aussi est attribuable au XVIIIe siècle avec une parfaite symétrie des éléments. Et sur cette maison, on a un linteau ici, sculpté avec des initiales et date 1717. Mais on pense après analyse que c'est un linteau qui a été reporté puisque ce ne sont pas les bons propriétaires. Mais ce sont quand même des Bricas. Et le premier propriétaire était un maréchal Ferrand. Qui, par mariage, avait aussi des Bricas dans la famille. Bon, en tout cas, c'est une maison qui est d'origine certainement au moins moderne, époque moderne. Donc l'architecture de Fénétrange, ce n'est pas que des bâtiments ostentatoires et du XVIe siècle. On a aussi une grande population d'artisans. On a beaucoup on a des cordonniers, des brasseurs, comme dans toutes les petites villes, et donc avec un habitat beaucoup plus modeste, comme on a ici, dans cette petite rue, mais avec aussi des éléments 16e qui sont restés en place. Comme vous voyez ici, les moulurations de ces fenêtres, elles ne sont pas 18e comme le premier niveau. Donc en fait, c'est des maisons qui ont été reconstruites certainement après l'incendie de 1605, plus les dégâts occasionnés par le passage des troupes pendant la guerre de 30 ans. Donc ça, c'est une maison dont j'ai retrouvé les propriétaires au 18e. C'était une maison double avec un couloir traversant qui appartenait à un cordonnier d'un côté et un brasseur dans cette partie de la maison-là. On a beaucoup de maisons doubles qui étaient partagées par deux familles à Fénétrange, et puis des maisons qui se développent sur plusieurs niveaux, comme dans beaucoup de villes médiévales. Alors dans la même rue, on a aussi un bâtiment intéressant, donc ce sont les Ritterstall, donc des écuries seigneuriales. Donc on en avait deux à Fénétrange, donc celle-ci qui date du XVIIe siècle, qui a été construite à l'initiative du duc de Croix, donc toujours l'époux de Diane de Martin, dont on a parlé tout à l'heure, puisque Fénétrange n'est pas vraiment une place forte au vu des fortifications qui ne sont pas très développées, mais c'est une ville de garnison, et les soldats y passent et y séjournent, donc on a besoin d'espace et de greniers pour les chevaux. Et comme les habitants étaient quand même souvent sollicités, ils ont demandé donc la construction de ces écuries seigneuriales. Donc celles-ci ont été restaurées par la ville assez récemment. Donc elles sont construites en 1605, je crois. Et
On avait les armes sur ici, du duc de Bois, donc qui ont été effacées aujourd'hui. Donc on voit, on a les gerbières ici hein, pour les engrangements et puis la partie basse pour les cheveux. Des secondes écuries seigneuriales ont été construites en 1746, alors derrière le temple actuel, l'église luthérienne actuelle, et elles étaient construites avec un manège en bois. Bon, elles ont été détruites aujourd'hui. Alors, autre élément caractéristique de cette architecture à Fénétrange, datant du XVIe siècle, donc on a ces oriels sculptés. Donc on en a encore deux exemples à Fénétrange. Donc ici, dans une maison qui a été quand même assez transformée au XVIIIe et XIXe siècle, mais qui garde des éléments césiens, dont l'oriel sculpté, et puis ce très bel escalier en vis qui est en chêne à l'intérieur de la maison. Plus on a des plafonds aussi sculptés qui restent encore en place dans la maison. Alors la particularité de cet oriel, de ces sculptures, est qu'on retrouve les mêmes avec les marques de tachetons, on les verra tout à l'heure lors de la visite, sur l'oriel de l'hospice, qui lui a été daté par ordre chronologie 1559. Donc on peut comme ça attribuer aussi cette construction au milieu du XVIe siècle. Et le plateau central ici donc, représente deux visages donc, qui sont certainement ceux des commanditaires, donc un homme et une femme, et entre les deux, l'emblème des bouchers que l'on retrouvait, maintenant elle a disparu cette maison, mais on l'a dans les archives, sur une maison datée de 1573. Donc c'était certainement aussi des marchands de bestiaux, des bouchers de la ville de Fénétrange. Donc c'est l'hospice dont je viens de vous parler, donc, qui n'était pas à l'origine un hôpital, mais c'était une maison qui appartenait au Salm, au prince de Salm, et donc qui a été datée de 1559. Donc on retrouve deux oriels sur cette maison, celle d'angle, ici là donc avec les mêmes marques que sur la maison du boucher, et puis une oriel ici, centrale, triangulaire, suspendue, avec, vous savez, vous voyez les motifs qui ressemblent à de la ferronnerie, et puis des marques de tâcherons, mais qu'on verra plus près, qui sont les mêmes que sur l'oriel précédente. Et puis à l'intérieur de la maison, de cette même maison, de cet hospice, on a à l'étage ces congés sculptés en bois, voilà, qui sont quand même assez remarquables et qui sont aussi attribuables au XVIe siècle. Alors cette maison, elle ne devient hospice que sous Stanislas qui en fait don. En fait, c'était juste... elles ont été données, elles étaient occupées par 3 sœurs de la congrégation de Saint-Charles qui dirigent l'établissement, mais en fait les malades n'étaient pas admis, ils étaient soignés à domicile, et cet hospice va fonctionner jusqu'en 1961. Et aujourd'hui c'est un bâtiment qui appartient à la mairie. Donc je vous ai dit tout à l'heure des artisans dans la ville, mais aussi des agriculteurs, qu'on retrouve souvent en fond de parcelles. Donc on a ici toute cette petite rue avec des fermes, des bâtiments avec des éléments comme ici de grange, hein, une porte de grange et puis d'écurie. Et puis donc tout le bout de la rue aussi, là, c'est plutôt des bâtiments d'exploitation, donc attribuables au XVIIIe siècle. Mais celle-ci, elle garde aussi des éléments césiens. Donc c'est 2 fenêtres ici, et puis on a une date, je crois que c'est ici. Alors 1600, et le reste a été effacé. Seconde maison en pan de bois assez remarquable
qui reste encore en élévation à Fénétrange. On voit ici qu'elle s'est adaptée à la forme de la parcelle. Donc le plan de bois date du première moitié du XVIIIe siècle, alors que le rez-de-chaussée était réaménagé au XIXe. On a une date ici sur la traverse d'un poste. Et puis on verra sur le côté de la façade, là, on a encore des fenêtres du début du XVIIIe siècle, avec l'émulation, mais là en bois. Et puis on a deux éléments aussi de décor sur ces deux parties, qui sont des vis sans fin, mais qu'on verra aussi sur place, en bois, tout ça encore. Donc encore un bâtiment du XVIe siècle ici qui a été restauré par la mairie, enfin à l'initiative de la mairie, qui est un ancien magasin et qui est une maison qui à l'origine ne forme pas deux parties. Parce que vous voyez ici on a deux maisons, mais à l'origine c'est une maison qui comprend toute cette partie-là, avec cette petite tourelle qui en fait était l'entrée de la maison. On a une date ici, 1559. Et ici, en fait, c'était donc la porte d'Allemagne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la porte d'en bas, donc, qui a été démolie en 1838. Donc on sait, d'après les textes, que cette maison appartenait au début du XVIIIe siècle au greffier et garde-notes, c'est ce qu'on appelle le notaire actuel, Theobald Gundelsheim, et on a toute la description de la maison dans cet acte. Donc à l'origine, c'est certainement un magasin avec les configurations de ces deux fenêtres-là, et puis on avait des volets et un présentoir. Donc on est au niveau de la porte, donc on l'a appelé aussi souvent maison de l'octroi. J'ai une photo, voilà, avant restauration. Donc on voit la maison, elle est la complète, avec deux entrées, mais là qui ont été percées au XVIIIe siècle, alors que toutes les baies là sont bien 16e. Alors Fénétrange va sortir de ses murs à partir de 1723, ce qui est assez tard, et donc va s'installer le faubourg. Donc je vous ai remis cette diapo, puisque on voit là, on est en 1719, donc Fénétrange dans ses murs, les deux portes, donc encore les fossés, et à partir de 1723, toute cette rue-là, c'est où on est aujourd'hui, hein. Et ici va se développer le faubourg de Fénétrange, donc dans lequel on avait juste que le cimetière, donc le premier cimetière communal avant d'être transféré dans le cimetière actuel. Et on a des actes, je vous dis à partir de 1723, de vente de parcelles sur ces deux cantons ici, le Trintweiler et le Großgarten. Et puis cette place ici aussi qui est citée dans les textes et qui est aménagée pour aménager le faubourg. Alors le faubourg de Fénétrange, il a une particularité, c'est cette petite partie-là qui se développe donc, à partir d'habitat sur la rue principale, comme le village rue Lorrain, classique, mais on a une impasse ici dans laquelle sont construites les exploitations des maisons qui se situent sur la rue de Lorrain et qui forment presque un petit village quand on y va, et surtout quand on regarde les photos anciennes. Donc on a à la fois dans ce faubourg des fermes, donc des fermes classiques, ce qu'on appelle la ferme locataire lorraine, hein, avec les animaux qui vivent sous le même toit que les hommes, avec la partie habitation et la partie exploitation, avec la grange et l'étable d'écurie. Donc plus on s'éloigne du centre, plus les fermes sont importantes. Il y a aussi une chapelle dédiée à Notre-Dame de Pitié, qui est construite en fait au niveau du cimetière que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, qui
date du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, hein, comme le faubourg. Et puis donc cette partie avec ces maisons d'artisans, souvent, hein, quand on regarde les inventaires après décès, c'est souvent des petits artisans qui ont une petite fonction agricole derrière pour vivre en fait. Donc avec des maisons souvent qui ont juste voilà un étage. Hein, c'est des petits. Donc on a la représentation de ce faubourg. Donc là on est dans l'impasse du faubourg. Je vous disais, une vraie petite ambiance de village dont on accède par plusieurs passages. Donc là on en a ici, on en verra deux tout à l'heure. Et donc là c'est un tableau du peintre Renaudin du 19e siècle, donc, qui est représenté cette impasse du faubourg, qui est quand même assez particulier, en tout cas pour avoir intéressé le peintre. C'est un tableau qui est conservé au musée Lorrain. Donc voilà des photos actuelles de cette impasse, avec l'accès aussi des passages pour accéder au jardin. Et puis vous voyez dans tous ces bâtiments d'exploitation derrière les maisons. Avec toujours, comme sur le tableau, c'est la rigole ici qui existe toujours. Voilà encore une autre photo de l'impasse. Voilà, avec les maisons qui ont subi très peu de transformation. Et puis le faubourg, il y a aussi quelques maisons plus importantes, comme celle-ci, qui est aujourd'hui un gîte de la mairie, mais qui était à l'origine certainement un relais de poste, puisqu'on a une grande cour à l'arrière. Donc c'est une maison du XVIIIe siècle qui a appartenu aussi à un fils de Frimont, donc c'est le même qui est propriétaire du château. Et puis ensuite on a un apothicaire qui est propriétaire de cette maison. Donc on voit avec une architecture et des décors plus développés que sur les maisons d'artisans, et puis surtout elle est plus haute, hein, on a 3 niveaux d'élévation. Et donc pour terminer, la cour derrière donc, de cette maison, donc qui était pavée, donc ça nous fait dire que c'était certainement un relais de poste avec un beau portail, et puis il reste encore cet élément en appentis, et on a un très grand jardin derrière cette maison. Donc en 1779, le faubourg est pratiquement occupé tel qu'il est aujourd'hui. La ville compte 199 maisons et 250 feux. En 1822, elle compte 1314 habitants. Voilà, j'ai terminé pour cette première présentation.